Bonsoir et bienvenue dans Vieille Canine, l'émission des vétérans de la Camarilla qui déterre les vieux vampires. À chaque épisode, on convoque un invité et on ressort ses vieux dossiers. Moi, c'est Jérôme et j'ai le plaisir d'animer cette émission avec mon ami Vincent. Salut Vincent. Salut Jérôme. Alors ce soir, passe sur le grill une des sommités de la Camarilla française des années 90, qui sévit pendant de longues années dans la région de Grenoble, dont il assura la promotion avec brio, et qui fut présent lors de nombreux conclaves. Nous vous présentons ce soir Nicolas Milesi. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Salut Nicolas. Ça me fait très plaisir d'être avec vous et de partager quelques instants et nos mémoires collectives. On est très heureux de te revoir ce soir, de t'entendre. On va évidemment te poser pas mal de questions. Pour commencer, peut-être, finalement, comment est-ce que tu as débarqué dans cette grande aventure de la Camarilla française ? Oula. Eh bien, donc, ça faisait quelques années que je faisais du grandeur nature médiéval dans une association. Et en parallèle de ça, je jouais au jeu de rôle sur table. Et à l'époque, je jouais beaucoup à Vampire la Mascarade. Et rapidement, le jeu de rôle grandeur nature ne répondait pas tout à fait à mes attentes. C'est vrai que j'avais un peu du mal à concevoir de recevoir des coups d'épée en latex. C'était quelque chose que j'étais pas fait pour ça. Et j'étais à la recherche plutôt de quelque chose qui était basé sur le mental, la diplomatie, les intrigues. Le dessin 2SEIN et non pas le dessin avec un simple IN. Et donc donc je me suis dit tiens, ça c'est fait pour moi. Et quand un ami que j'avais avec qui je jouais sur table m'a proposé, on s'est lancé dans cette aventure. C'est avec Jean-Pierre Curté, Saül, l'ancien gangrel, que je salue par ailleurs. Qu'on essaiera de convier. Oui, j'espère. Voilà, donc le tout démarrage, on était une petite dizaine. On jouait avec Jean-Pierre, sa compagne et puis quelques autres joueurs. Et puis régulièrement, on a commencé à inviter des joueurs de Saint-Étienne, Sébastien Baudou, Croc, qui tous les deux nous ont quittés. J'ai une pensée émue ce soir pour eux. Et puis après, Raphaël Solis et quelques autres sont venus nous rejoindre. Et puis on a commencé à jouer régulièrement. Et puis avec mon ineffable comparse et très bon ami Grégoire Lefebvre, on a monté une association. Lui était le coordinateur, donc l'aspect technique, logistique, et puis moi j'ai été le compteur. Et puis au fil des années, pendant plusieurs années, on a échangé à tour de rôle ces postes, jusqu'à ce que j'arrête, je ne sais plus, dans les années, je dirais 2002, quelque chose comme ça. Et alors, quand tu as commencé ces parties de Camarilla, est-ce que tu as comblé ce manque que tu avais dans le GN médiéval fantastique ? Oui, en grande partie. Je me suis éloigné de pas mal de personnes. C'était un peu la déception parce que beaucoup n'ont pas compris cet engouement que j'avais. Et puis déjà à l'époque aussi, il y avait une certaine rivalité entre l'association dont nous nous occupions avec Grégoire et l'association de grandeur nature locale. Et donc, c'était un petit affrontement, on va dire Camarilla-Sabbat, assez amusant. Vous passiez pour les intellectuels, vous n'aviez pas d'épée en latex, c'est pour ça ? Ouais, voilà. Et donc, effectivement, cette Camarilla et puis les parties qu'on faisait m'ont satisfait parce que à l'époque, j'aimais beaucoup écrire. Et c'est vrai que quand on faisait des grandeurs nature, on rédigeait peu et puis c'était des trames très simplistes. Donc là, on a pu vraiment rentrer dans des choses avec des vrais backgrounds, écrits sur plusieurs pages, avec des intrigues au long cours, tandis que sur des grandeurs nature, c'était une fois ou deux par an, tout au plus. Donc là, on pouvait avoir un scénario très très complexe et relativement long, avec des éléments psychologiques. Donc la Camarilla m'a permis effectivement d'avoir des sensations que je pouvais pas avoir ailleurs. Rapidement, ça a pris des proportions assez colossales finalement, Nicolas, parce que t'es devenu un grand organisateur. On avait l'impression de te voir un peu partout, sur tous les fronts. Finalement, tu t'es laissé un petit peu happer par toute cette aventure, c'est ça ?
Complètement. Ce qu'on a fait déjà, c'est que on a très vite compris qu'il fallait qu'on soit nombreux. Donc on a commencé à recruter des joueurs et quelques joueurs de grandeur nature déçus. Donc on a réussi à stabiliser une équipe d'une 30aine de personnes. Et puis on a commencé à se déplacer, parce que ça a été la deuxième phase de développement, où pratiquement, un samedi sur deux, on était sur les routes. Je me souviens de choses incroyables avec Benjamin Mangel en allant sur Lyon, de la neige qui tombait gros comme le poing pour être là-bas à 20h en écoutant de la musique à fond, voilà. Des trucs de dingue. On était 4 dans son AX vert. Il écoutera ça, il se souviendra de Eyes of the Tiger. Ça ne s'invente que pas. nous chantions en allant sur Lyon. Et donc rapidement, on s'est déplacé beaucoup, sans compter. On allait à Annecy, Roanne, Saint-Étienne, Lyon. Et puis, on s'est lancé dans les conclaves aussi assez rapidement. On en a fait, je crois, 2 sur Grenoble, à chaque fois avec pratiquement 200 personnes. Là. Moi, j'avais l'habitude d'organiser des grandeurs nature avec des jauges sur 3 jours de ce niveau. Donc, organiser un conclave à 180-200 personnes, comme on a fait sur le premier Grenoble, ça me faisait pas trop peur. Nourriture, couchage, tout ça, c'était des choses. Ouais, t'avais déjà tout ton réseau. Oui, et puis bon, je savais où aller acheter la nourriture, tu vois, des choses toutes bêtes, quoi. Et puis rapidement, ça a pris de l'importance. Et puis on s'est déplacé, on n'hésitait pas à se déplacer, notamment chez vous en Île-de-France, Toulouse, Carcassonne, incroyable Carcassonne. J'en garde un souvenir incroyable. Je pense que Carcassonne, on va en entendre parler très régulièrement dans cette émission. Hein. C'était vraiment extraordinaire. Ouais. Le conclave qui nous a le plus scotché tous, hein. Qu'on ait été organisateur ou joueur, on a tous été vraiment bluffés. Hein. Le site, hein, bien évidemment. Ouais. J'avais beaucoup aimé aussi à Paris la péniche. On avait joué sur une péniche. On avait en plus amené des talkie-walkie pour gérer le réseau Ventroux. C'était bon, quoi. Moi, je me souviens que les premières relations nationales qu'on a commencé à structurer, véritablement structurées, ça s'est fait entre l'Île-de-France et Rhône-Alpes. Hein. Avec toi, entre autres, Nicolas, j'ai fouillé un peu mes archives, j'ai retrouvé des vieux courriers qu'on s'est échangés en 97-98, où tu me proposais de placer des Assamites dans chacune des villes de France, où tu me proposais d'avoir un enfant de Hussein ibn al-Jabir, ton 7e génération Assamite, qui aurait été proche de Villon. Ces courriers, c'est des documents Word, je les ai sous les yeux. Ça m'a fait extrêmement plaisir de les relire. Ouais, c'est vrai qu'on a structuré rapide. Oui, c'est vrai que l'Île-de-France, c'était quelque chose d'important pour nous. C'est vrai que la région Occitanie et puis la région de Marseille, on s'est beaucoup moins investi, même si on avait quelques bonnes relations, comme par exemple, je me souviens, Frédéric Abou ou Jean-Christophe Philly. Yann Mercier aussi. Antoine Dongrady, qui je crois était un des premiers éléments avec Sébastien Baudou du niveau national, hein, que moi je fais partie de ceux qui ont passé la TESPIS et la Praxis. Hein, j'ai les deux. Oh là là, j'avais carrément oublié. J'ai les deux. Je suis habilité à diriger un compte et diriger une association de la Camarilla française. J'ai mes diplômes. Et ouais. Donc là, tu parles beaucoup d'organisation, mais donc quand tu te déplaçais, tu jouais ? Oui. Alors je jouais principalement deux personnages. Le premier, un ancien Assamite, que j'ai d'abord réservé pour le compte national. Je me souviens d'avoir acheté dans un quartier un peu malfamé de Grenoble un costume, qui était à la base un costume de femme, que j'avais un peu relooké pour pouvoir avoir un look de mec. Je me souviens du vendeur, ça m'est revenu hier soir en y réfléchissant. Je me souviens de mon passage dans cette boutique tout seul, acheter un costume pailleté noir avec un turban incroyable. Et puis j'ai préféré jouer à la fois au local et en national un second personnage qui était Hans Harrer, un prétendant du clan Ventroux. Réputé pour son côté rigolo. Ouais, voilà, qui était tout sauf rigolo. Et c'était ça qui m'éclatait. Ce personnage me plaisait beaucoup pour 2 raisons. La première, c'est qu'effectivement, je m'efforçais de rester sérieux tout le temps et je trouvais ça extrêmement amusant intérieurement, en toute situation. Et puis, la deuxième raison qui m'avait motivé, c'est que j'avais passé beaucoup de temps à travailler sur son background et sur les lignées du clan Ventroux. Et j'avais décidé de l'utiliser à contre-emploi
l'écorce du personnage, sa première ligne, en quelque sorte, était celle d'un ancien nazi. Dans les faits, mon personnage appartenait à la lignée des Justes, et j'avais disséminé un peu partout, et puis ceux qui me connaissaient le savaient. Mon personnage était plutôt un juste parmi les justes, parce qu'il avait joué plutôt un rôle favorable à l'égard, je crois me souvenir, des Trémérés juifs, avec lesquels j'avais pactisé et que j'avais protégé pendant la guerre. Voilà, donc j'avais cette dichotomie entre un personnage sévère, une sorte de pourriture fasciste, et puis un personnage beaucoup plus complexe, passionné d'occulte et propre à sauver ses semblables. Alors il y a un personnage qui a beaucoup compté, ce qu'on appelle un PNJ, un antagoniste plutôt, qui a beaucoup compté dans la Chronique de France, c'était Gilles de Rais. Donc on avait le sentiment avec Vincent que tu avais pas mal potassé, bossé sur ce personnage. C'est fantasme ou réalité? T'es un petit peu l'artisan de son intégration non. dans la chronique? Eh bien non, fantasme. Fantasme parce que je ne suis arrivé qu'en 3e rang. Le premier qui a travaillé sur Gilles de Rais, c'est Fabrice Philibert-Caya. D'accord. Et c'est par le biais d'une pièce de théâtre d'Hugo Claus qui s'appelle Gilles et la nuit. Absolument. Que je vous recommande de lire. J'ai lu Gilles et la nuit, puis j'ai trouvé le principe très intéressant de cet ancien caravanier, mercenaire, serviteur de la pucelle, qui soit est totalement fou, soit complètement dédié au démon, car dans la pièce, il est tenté par le démon qui s'appelle Baron. Et donc, j'avais trouvé le personnage très très intéressant. Et puis, dans un second temps, nous avions la chance d'avoir, je ne sais pas si vous en souvenez, un couple qui était sur la Camarilla de Lille, qui a beaucoup écrit sur Gilles de Rais. Et donc, je me suis aussi beaucoup inspiré de leurs écritures. À l'époque, j'étais féru d'histoire. Et donc, sur les bases de ce qu'avait fait Fabrice et ce couple lillois dont j'ai oublié le nom. Dans mes souvenirs, c'est Nicolas Dessau. Avec qui on s'est échangé beaucoup de lettres. On a continué à broder sur Gilles de Rais. Voilà. Et effectivement, par la suite, je pense que j'étais le dernier dépositaire de ce personnage tutélaire. Mais j'en ai pas la paternité. Et donc, si Gilles de Rais n'est pas ton œuvre, ta plus grande fierté en termes de création, de conte, c'est quoi? C'est un conclave? C'est ton œuvre globale? C'est... Oh, faut rester modeste. Je pense que les deux personnages qu'on a développés, mais avec des potes, hein, c'est Richard d'Aquitaine, l'ancien toréador. J'ai tout de suite senti qu'avec Grégoire, ça allait matcher. Son côté décadent était vraiment très séduisant. C'est peu de le dire. Il y a eu quelques beaux paroxysmes lors de parties régionales, parce qu'on jouait beaucoup en parties régionales. C'était un antagoniste très important des parties régionales. Et puis l'autre, bien entendu, Hugues Desarcis. J'embrasse Raphaël Touilly. On s'est bien entendu. Tout de suite, on a matché. Moi, j'avais besoin d'un ancien ventrou qui avait des couilles et qui aurait une certaine prestance. Et puis, je suis tombé sur un Parisien avec qui on a discuté, que j'ai trouvé vachement sympa. Et puis, j'ai tout de suite compris qu'il serait capable de se déplacer de temps en temps chez nous pour faire le chef. Et donc, je lui ai dit, écoute, bingo, plutôt que prendre un Grenoblois, on va prendre un Parisien. Et je l'ai aidé autant que j'ai pu pour faire que son personnage soit influent, puissant. Et je l'ai servi avec le plus de loyauté possible, en jeu comme en dehors du jeu, pour vraiment faire quelque chose d'intéressant. Et puis il me l'a bien rendu. Il était vraiment sympa, il se déplaçait, il avait investi dans un chouette costume, vraiment ça en jetait. Et puis c'était pas un Grenoblois, donc forcément c'était un bon point. Et puis avec Grégoire, ça matchait bien. Ils se sont mis sur la courge en jeu plein de fois, donc c'était très bien. Donc le jeu était de qualité à l'époque. Mais si je dois laisser de façon testamentaire quelque chose, je dirais c'est les amis que j'ai pu me faire. Par le jeu, on a quand même tissé des liens forts avec plein de gens que je revois. Je les garderai dans le cœur longtemps. C'est ça ma plus grosse réussite, je pense. Ça vaut pour vous. Hein. C'est gentil. C'est partagé. Et en dehors de chez toi, tu as des souvenirs sur un conclave qui t'aurait particulièrement marqué
Bien sûr, alors le conclave qui m'a le plus marqué est le conclave de Carcassonne, le premier qu'on a fait, où je me souviens de pouvoir d'avoir déambulé dans les rues à des heures très tardives, personne dans les rues, la possibilité d'avoir accédé au château, de pouvoir jouer à l'intérieur des pièces du château. J'ai une vision très claire de Antoine Dongrady qui jouait Theocritus von Tours, Absolument. au Crypte de Tours. Et Carcassonne, effectivement, m'avait pas mal marqué. J'avais trouvé ça vraiment sympa. Et puis, j'ai de très bons souvenirs de plusieurs parties ou de conclaves, je ne sais plus exactement, à Paris. L'une dans une péniche, l'autre autour d'une base de loisirs. Et enfin, une troisième dans un petit hôtel. La maison Marie Touchet. Ah, ça doit être ça. Voilà, tout à fait. C'était très petit. On était très nombreux et on était très serrés. Ouais, on était serrés, tout à fait. Donc, je garde de bons souvenirs de ces événements en Ile-de-France et à Carcassonne. Tu as aussi beaucoup contribué à la coordination du clan Ventrou et du clan Assamite. Alors, au clan Ventrou, ça paraît presque naturel. Clan Assamite, je me suis demandé d'où venait cette affinité. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce clan tout particulièrement, en plus de ton personnage, d'avoir établi toutes ces coordinations? Je vais te révéler un très grand secret. On est là pour ça. Je suis un passionné de religion, même si je n'adhère à aucune d'entre elles. Et j'ai lu la Bible assez jeune. Et à la faculté, je me suis dit qu'il fallait que je lise le Coran. Donc j'ai lu le Coran dans sa traduction française. J'avais aussi le jeu de rôle Les légendes de Mille et une nuits. J'aime bien cette ambiance, ce setting. Cet environnement me plaît, l'environnement oriental. Et quand j'ai commencé à jouer à la mascarade sur table, j'ai trouvé que c'était sympa qu'il y ait des vampires qui viennent d'Orient. Et puis, ils étaient vraiment badass. Ah oui. Vraiment, ça rigolait pas avec eux. Et je me suis dit, putain, eux, ils ont vraiment de la gueule. Je les trouvais beaucoup plus sérieux que les gangrels, je les trouvais un peu trop barbares, sympas, proches de la nature, tout ça, qui font des rituels avec les garous. Ça, je trouvais ça un peu lourd. Et je me suis dit, bah tiens, les Assamites, eux, ils ont une belle culture. Il y a vraiment du setting lourd derrière. Une élégance certaine. Voilà. Et puis, j'ai toujours voulu aller en Syrie ou en Jordanie, et puis j'y suis jamais allé de ma vie. D'accord. Et puis, les événements aujourd'hui ne me permettent pas. Et j'ai toujours rêvé d'aller dans les montagnes d'Alamout. Et donc, voilà, je me suis dit, bah tiens, en plus, on n'est pas très nombreux. En plus, tout le monde voulait s'occuper du clan Ventrou ou du clan Toréador. Mais au démarrage, celui dont je me suis occupé en premier, c'est les Assamites. J'étais pratiquement le seul. Il y avait Patrick Ensouka, avec qui on a fait des tas de choses, vraiment un mec en or, et qui joue aussi un Assamite. Hakim Fedayed. Ouais, on était une poignée, et puis donc rapidement, voilà, j'ai commencé à écrire, j'ai fait des fanzines Assamites, j'ai essayé d'aller piocher, j'avais aussi acheté le jeu Miles Christi, qui est un jeu de rôle sur table dédié aux croisades, et ma Bible à l'époque, c'était le supplément Hachachine des assassins de Miles Christi. Et donc, j'avais pompé des trucs là-dedans, quoi. Vraiment, j'avais fait un micmac entre ce que j'avais en tête, les éléments de culture que j'avais pu choper ici, le supplément assassin. Et donc, j'avais commencé à broder là-dessus. Ça peut être le clan le plus facile à jouer, hein, non plus. Hein. Est-ce qu'on s'ennuie pas un peu pendant les parties? Alors, c'est sûr que c'était pas un rôle facile. C'était un rôle assez taiseux, hein. Mais j'avais eu la particularité de faire un assassin sympa, un Assamite sympa, qui était très intéressé par la rédemption. Et il était intéressé par l'Ouma, la communauté des croyants, mais aussi la communauté de son clan. J'utilisais beaucoup la thématique, et c'était sincère, de la rédemption. Et donc ça marchait pas mal avec les Ventrous. Et donc je m'étais fait des potes Ventrous, je discutais avec eux. J'avais fait 2-3 contrats d'assassinat, mais vraiment des trucs légers, mais surtout on nous employait pour recollecter de l'information et vendre de l'information contre du sang. Mais oui, c'était pas un rôle facile, et ça, à la Camarilla française, ça n'a pas eu beaucoup de succès, parce que c'était surtout des rôles de personnages puissants, parce qu'un pauvre petit nouveau-né, il se faisait défoncer par les gangrels et autres trémères, donc ça ne pouvait être que des vieux personnages.
Ouais. Et voilà, donc j'ai préféré m'investir plus sur le plan Ventroux par la suite. Nicolas, un bon gros Dark Secret bien gras que tu pourrais nous balancer là, concernant qui tu veux, puisque de toute façon tu connaissais énormément de personnages. Ah là, tu me prends à froid, hein. Tu me prends à froid, un gros Dark Secret. Ouais, un truc énorme. Le truc énorme, le secret tant recherché de la chronique de Grenoble, il a été éventé que tardivement et puis beaucoup l'ont recherché très longtemps. Nous avions décidé avec Grégoire et puis après par la suite avec Benjamin Mangel qui m'avait succédé que dans une partie sombre et souterraine de Grenoble, il y avait un immense puits d'obscurité et au fond de ce puits d'obscurité se trouvait une créature qui était en torpeur, qui n'était pas un vampire, qui était une momie. Toute la chronique de Grenoble était orchestrée et tournée autour de la question de l'Égypte. Nous avons eu Stendhal qui a déchiffré les hiéroglyphes, le premier en France, qui a longtemps vécu à Grenoble. Pareil, Isère, le mot Isère a plusieurs sens étymologiques, mais l'un d'entre eux viendrait de Isis. Voilà, et puis nous avons eu beaucoup de croisés qui ont remonté par le Rhône et qui se sont arrêtés à proximité de Grenoble. Et donc nous étions partis du principe qu'à l'issue d'un conflit dont je me souviens plus exactement la raison, une créature très puissante de ce type était tombée en torpeur et avait forcé les croisés à la ramener et l'avait déposée dans un sanctuaire souterrain très loin de sa terre natale. Et puis aussi dans les éléments, nous avons un lieu-dit que tous les Grenoblois connaissent qui s'appelle la Tour sans venin, à côté de Grenoble, qui, dans la légende urbaine, la terre de cette tour est composée de terre qui a été ramenée dans des caisses depuis l'Orient. C'est une légende très très prégnante dans la culture locale, et je pense qu'il doit y avoir quand même un fond de vérité. Et donc on avait distillé des questions autour de l'Égypte, et donc le gros dark secret de Grenoble, c'était que la momie en question était en train de se réveiller et qu'elle avait mal tourné. Et voilà. Et donc il y avait ça. Quel autre gros secret je peux vous dire Je me souviens pas mal déjà. Ouais, c'est déjà pas mal ça. Nicolas, merci pour tous ces souvenirs, ces secrets. On s'approche de la fin de cette émission. Qu'est-ce que tu deviens hors jeu ? Eh bien, après avoir arrêté la Camarilla, j'ai arrêté aussi beaucoup de choses, notamment les grandeurs nature. Je me suis concentré sur les jeux de rôle sur table, que j'arrive encore à faire un petit peu. J'ai gardé beaucoup d'amour pour Vampire. J'ai fait pas mal jouer à Vampire Dark Age. Et puis côté perso, eh bien, ma vie est tracée dans l'administration française. J'avais fait des études d'histoire et de droit. Et puis après ces études, j'ai passé divers concours de la fonction publique. Je suis allé travailler pendant 5 ans pour l'État. J'ai repris mes études et j'ai décidé de consacrer le reste de ma carrière professionnelle à l'urbanisme. J'ai quitté l'État pour rejoindre la fonction publique territoriale. J'ai été recruté dans une communauté de communes de 100 000 habitants où je suis le directeur de l'aménagement, du logement et de l'environnement. Et je supervise plusieurs services dédiés à l'urbanisme réglementaire, à la planification, au logement locatif social, au système d'information géographique, à la gestion foncière, à la transition écologique, à la rénovation thermique, mais aussi aux gens du voyage. Je m'occupe aussi des gens du voyage. On n'a pas parlé des Ravenos, c'est vrai. Ouais, les Ravenos, voilà. Voilà, donc je vis toujours à côté de Grenoble. Je me suis marié aussi. J'ai 2 enfants. Thomas qui a 5 ans et Léane qui a 9 ans. Et je revois quelques vieilles trombines de temps en temps, Grégoire notamment. Grégoire, ouais, qu'on accueillera, j'espère, ici. J'espère bien. Si je devais conclure, je dirais que la Camarilla a été une formidable aventure. C'est quelque chose qui m'a permis de me structurer sur certains sujets, notamment à l'écrit. Voilà, c'est quelque chose que je vivais aussi sur l'aspect littéraire. Donc j'en garde un bon souvenir qui m'a un petit peu aidé dans ma vie professionnelle sur certains sujets. Parfois, je
Je dis que ma vie professionnelle est une camarilla permanente. Donc, je pense que la camarilla était une bonne école des relations sociales. Ouais, tout à fait. Nous a permis de nous construire en tant que post-ado, jeune adulte. Et j'en garde un très très bon souvenir. Voilà, je me suis fait des amis, donc c'était gagnant. Nico, on en a bientôt fini avec toi. Je t'en propose une petite dernière avant la torpeur. Ça marche. Est-ce que tu aurais une œuvre à nous recommander, à nos auditeurs qui nous écoutent? Je vous conseillerais deux choses. La première, un livre de jeu de rôle que je trouve particulièrement bien fait et puis très intéressant. C'est le Liber Constantinopolis de Dark Age, un supplément pour la gamme Vampire qui raconte la partie médiévale de Constantinople, devenue Istanbul. Et le supplément est axé sur la chute de Constantinople et sur la fin de règne d'anciens forts puissants. Et je trouve que le setting est vraiment sympathique si on veut changer du traditionnel Paris au Moyen-Âge. Donc, si vous arrivez à le retrouver, ce vieil ouvrage, vous verrez que le setting est intéressant et vous permettra de donner un caractère un peu byzantin, oriental à ce jeu de rôle. Et puis plus sérieusement, peut-être sur des lectures qui sont assez rapides. Comme j'évoquais tout à l'heure, je vous conseille la pièce de théâtre sur Gilles de Rais, Gilles et la nuit, d'Hugo Claus, bien sûr, qui se lit très facilement. Voilà, je vous le recommande vraiment vivement. Vous y retrouverez quelques sensations d'une âme tordue et terriblement perturbée par les atrocités qu'il a pu commettre. Et sa seule salvation qui est au final la damnation éternelle. Gilles et la nuit, Hugo Claus. On a quand même une dernière question à te poser, Nicolas. On aimerait que tu nous suggères un nom, tout simplement, d'invité pour une prochaine diffusion. Quelqu'un que tu aimerais qu'on retrouve, qu'on puisse un petit peu interroger sur cette émission. Je peux en citer plusieurs ? Bien sûr. Eh bien sûr, Grégoire Lefebvre, Raphaël Touilly. Je pense qu'ils étaient déjà dans vos tablettes. J'ajouterai Benjamin Mangel. Et puis Patrick Msuka, que j'ai évoqué tout à l'heure, Grégory Héré. D'excellents choix, Nicolas. D'excellents choix. J'espère. Je suis ravi d'avoir entendu, après toutes ces années, Nicolas. Je suis quand même déçu de ne pas l'avoir vu il y a 5 ans, mais je me rappelle qu'il y avait ton petit Thomas, je crois, qui était en cours à ce moment-là. C'est ça. C'était une bonne raison pour ne pas venir. Et voilà, donc grand plaisir de te voir et de t'entendre ce soir. J'espère que les événements sanitaires nous permettront peut-être de se dépasser de nouveau et j'espère venir un jour à Paris vous saluer. Avec plaisir. On espère qu'on va susciter des envies de se revoir, en effet. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Je vous embrasse.